Je vous salue mes chers amis, soyez bénis à travers le continent, les diasporas. Et vous, nombreux amis européens, nombreux amis asiatiques, nombreux amis, eh bien, sur tous les continents. Et vous aussi, n'oubliez pas, n'oubliez pas, excusez-moi, je signale juste à quelqu'un qui m'appelle d'urgence, un petit message. Voilà, merci. Alors donc, je vous salue donc vous du côté de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. N'oubliez pas, eh bien, de continuer à protéger, à partager ce que nous allons dire. Je commence tout de suite par le premier sujet que j'ai annoncé. Je voulais commencer par aborder l'actualité politique du Burkina Faso. Euh, dans ma conférence précédente sur la visite du nouveau président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, j'avais souligné que le rapprochement historique qui s'opère entre les dirigeants de transition du Burkina et les dirigeants de transition du Mali allait se traduire par un certain nombre de changements au Burkina Faso. Je crois que ceux d'entre vous qui ont suivi cette conférence s'en souviennent. L'analyse de la visite officielle du président Ibrahim Traoré à son aîné, à son frère, le président de la transition du Mali, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Je vous avais dit, après avoir analysé le contenu de cette visite, qu'à l'issue de cette visite, il y aurait des changements politiques notoires au Burkina. Et j'avais dit sur quel point on verrait ces changements avoir lieu. J'avais parlé de changement sur le plan de la doctrine géopolitique et géostratégique de lutte contre le terrorisme. J'avais parlé de changement au niveau de la dotation de la capacité militaire réelle de l'armée burkinabé de combattre les terroristes. J'avais parlé de changement au niveau de la communication politique du Burkina Faso. Je vous avais dit que la communication politique du Burkina Faso allait se muscler et devenir une communication véridique, s'éloigner des marécages de la langue de bois. Je voudrais insister sur ce dernier point. Parmi les points dont je disais qu'ils allaient changer, et que vous alliez voir à cela que cette visite était un moment fondamental pour l'espérance ouest-africaine et africaine en général, j'avais dit que la communication politique au Burkina Faso allait cesser d'être une communication en demi-teinte, une communication louvoyante, une communication tournant autour du pot, pour devenir une communication orthogonale. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous souvenez que j'avais dit qu'on allait noter le changement au Burkina Faso, entre autres, par le changement dans la communication politique officielle? Eh bien, comme je suis fidèle à ma méthode, quand je vous annonce quelque chose et que cette chose commence à arriver, je viens ici encore, sur le même réseau social où je vous ai annoncé par anticipation cette chose-là, et je vous montre la chose que je vous avais annoncée, afin que vous vérifiez vous-même que je ne vous ai jamais demandé de me croire parce que vous m'aimez. Je ne vous demande pas de me croire parce que j'ai une belle tête qui vous plaît ou une belle voix qui vous plaît, ou que je parle superbement bien telle ou telle langue et que cela vous plaît, ou que je défends tellement l'Afrique et du coup, vous me croyez? Non. N'abandonnez jamais votre cerveau et votre esprit critique quand vous venez écouter les conférences du serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains. Ma mission est une mission d'éveil et donc aussi d'éveil de l'esprit critique. Pas simplement d'éveil aux valeurs universelles de solidarité, vérité, justice, mais aussi éveil au sens de être capable d'analyser le pour et le contre de ce qu'on entend. C'est comme ça que j'entends mon ministère citoyen d'éveil. Il ne s'agit pas d'un ministère de fabrication de moutons humains, mais au contraire, c'est un ministère pour accompagner l'éclosion de la dimension, authentiquement libre, authentiquement humaine, authentiquement divine de chacun d'entre nous. Donc j'avais dit, vous pourrez vérifier ce que je suis en train de vous dire sur la visite du président Traoré à son aîné, le président Goïta, lorsque la communication du Burkina Faso va devenir une communication orthogonale. C'est-à-dire lorsqu'au Burkina, on va appeler un chat un chat
Et non pas un animal qui miaule et qui a des griffes. Un chat est un chat. Quand tu prends le temps de dire c'est un animal qui miaule et qui a des griffes et qui peut être de couleur noire ou blanche, les gens peuvent ne pas savoir que tu parles d'un chat. Un chat est un chat. Et un pays qui s'émancipe de la domination est un pays qui apprend à parler vrai, car il sait qu'il doit la vérité à son peuple et qu'il ne pourra être respecté dans le monde que s'il est réputé dire ce qu'il pense. C'est incontestable. Vous reconnaîtrez un pays libre au fait que sa communication politique est droite. Elle est propre. Il défend farouchement et clairement ses intérêts et il nomme et il indique clairement ses ennemis. Dans un pays en processus d'émancipation, la parole politique devient droite, c'est-à-dire orthogonale. C'est une parole dont les angles sont de 45 degrés, 90 degrés. Ça va droit comme ça. Ça ne va pas comme ça. Non, c'est-à-dire. Il n'y a pas de non, c'est-à-dire. Quand tu te positionnes comme ennemi de ce pays, les porte-paroles de ce pays te disent, nous avons pris note que tu es contre nous. Et nous allons te combattre comme tel. C'est cela. Un pays qui s'arc-boute sur sa colonne vertébrale, un pays qui retrouve sa dignité, est un pays dont les représentants parlent vrai, direct, clair et propre. Et j'avais dit, on va passer de la communication damibienne, qui était une communication contorsionniste, trapézoïdale, sinusoïdale. On ne comprenait même pas ce que Damiba disait. La communication de Damiba ressemblait à son livre sur le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Si vous prenez ce livre-là, c'est le meilleur livre qu'il faut lire pour ne rien comprendre au terrorisme en Afrique de l'Ouest. Si vous voulez troubler le cerveau d'un étudiant, dites-lui de ne lire que le livre de Damiba sur le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Il va sortir de ce livre avec le cerveau sans dessus-dessous, comme l'est réellement le cerveau de Damiba, l'auteur du livre. Comment quelqu'un, un officier, peut écrire un livre sur une déstabilisation qui concerne son pays, qui concerne toute une sous-région, sans nommer l'ennemi clairement? Quel est ce militaire, officier de surcroît, qui peut analyser une menace sans désigner l'ennemi? Sans dire, l'ennemi, c'est un tel. Comment le reconnaître? À ceci, à ceci, à cela. Est-ce qu'on peut combattre le terrorisme si on n'a pas défini qui terrorise l'Afrique? Si vous ne savez pas qui terrorise l'Afrique, notamment depuis le XVIe siècle, vous ne pouvez pas combattre le terrorisme. Si vous ne savez pas qui a terrorisé l'Afrique, à l'occasion et à l'issue du partage de Berlin, entre 1884 et 1885, vous ne pouvez rien comprendre au terrorisme en Afrique. Si vous ne savez pas qui terrorise l'Afrique, avec la pseudo-décolonisation, les faux traités de décolonisation accompagnés d'accords léonins pour maintenir des camps militaires, pour maintenir une monnaie délétère, pour maintenir des conseillers, des experts infiltrés à tous les niveaux des administrations stratégiques africaines. Si vous ne savez pas qui entretient le chaos en Afrique pour imposer aux peuples africains et aux dirigeants africains la braderie, le pillage des matières premières faramineuses, des richesses faramineuses de l'Afrique, vous n'êtes pas digne de combattre le terrorisme, puisque vous n'êtes pas capable de définir qui est terroriste. Or, le livre de Damiba, qui est quelque part dans la maison là, je l'ai lu en 45 minutes. Il a écrit un mémoire d'un peu plus de 100 pages, mais en 45 minutes, c'était réglé. Parce que quand je lis un officier qui analyse une affaire aussi grave que la déstabilisation terroriste de toute une sous-région, je me dis enfin, quelqu'un qui va pouvoir nous nommer l'ennemi. Vous savez ce que fait Damiba? L'ennemi est partout et nulle part. L'ennemi n'est personne et il est un peu tout le monde. Il écrit un livre à la limite pour montrer que les États africains sont eux-mêmes, peut-être sans doute des États responsables de l'invasion terroriste. Il écrit un livre pour dire que non, il y a plusieurs groupes terroristes. Il en dénombre à un moment une trentaine. Et il y en a pratiquement 30. Il écrit un livre dans lequel il est incapable de se mettre face à l'OTAN et de dire à l'OTAN, c'est vous qui avez détruit la Libye. C'est vous qui avez déstabilisé le Sahel. C'est vous qui déstabilisez le Burkina. C'est vous qui déstabilisez le Mali aujourd'hui. Parce que c'est vous qu'on vous a vu déstabiliser la Libye.
La déstabilisation que subit le Sahel est la conséquence de la déstabilisation qu'a subi la Libye. Selon ce qu'on appelle la théorie des jeux, la théorie de l'effet domino. On détruit la Libye parce qu'on sait que le Sahel va être détruit. Et on détruit le Sahel, on déstabilise le Sahel parce que ça permettra de justifier le positionnement des armées de l'OTAN sur le golfe de Guinée. On crée l'insécurité pour pouvoir justifier des interventions pour la sécurité. Je recommence une deuxième fois. On crée en Afrique l'insécurité afin de justifier des interventions étrangères ayant pour but de restaurer la sécurité. C'est l'instrumentalisation du chaos. Et c'est ce que Naomi Klein, dans ce livre, a appelé le capitalisme du désastre. Il faut lire ce livre de Naomi Klein. La stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre. Elle a expliqué les fondements théoriques de cette stratégie, en analysant notamment la pensée de Milton Friedman, l'un des plus dangereux théoriciens du néolibéralisme économique au XXe siècle. Milton Friedman a élaboré un modèle théorique qui est aujourd'hui appliqué, notamment par l'OTAN, à travers le monde. Ce modèle théorique consiste à modifier par le choc, une situation sociale, politique, économique donnée, afin de créer des conditions d'une intervention avantageuse pour les multinationales du capitalisme international occidental. Friedman a théorisé ça. On traumatise d'abord les gens. Quand les gens sont dans un état traumatique, ils peuvent accepter toutes les politiques. Ils peuvent accepter la recolonisation. Ils peuvent accepter le bradage de leurs terres. Ils peuvent accepter toutes les solutions extrêmes, dès lors qu'ils sont mis en état de choc. C'est ce que Naomi Klein illustre dans cet ouvrage de plus de 600 pages, que je vous recommande. Et elle donne des tas d'exemples, non pas simplement aux États-Unis, mais partout sur la planète, pratiqués par cette coalition. Alors, moi, je suis assis ici, je sais toutes ces choses-là, et on m'en veut seulement de vous les apprendre. Des choses qu'on laisse enseigner à la jeunesse occidentale. Dans les centres de recherche, ils savent ça. Beaucoup ont lu Naomi Klein. Plusieurs des grands théoriciens que vous voyez, et même certains des experts que vous voyez dans les chaînes de télévision occidentales, sont au courant des stratégies, la stratégie du choc, le capitalisme du désastre. Mon crime en moi, c'est de l'expliquer aux Africaines et aux Africains. Et d'être écouté. Parce que tant que je n'étais pas écouté, je pouvais l'expliquer dans des micro-réunions de province à l'intérieur de la France, on s'en foutait complètement. Je voyageais, j'allais en Allemagne, je voyageais, j'allais en Suisse, j'allais aux États-Unis, j'allais au Canada. Je suis allé partout là. Comme c'était des micro-réunions qui se tenaient dans des petites salles et que la connexion de la révolution cybernétique et informatique ne permettait pas encore de multiplier de manière fractale, comme dirait le docteur colonel Abdoulaye Maïga, eh bien, ces pains spirituels, la liberté, on me laissait tranquille. Maintenant, on ne me laisse pas tranquille parce que vous êtes nombreux à m'écouter. Et que je n'ai pas besoin d'aller en Suisse pour être écouté en Suisse, d'aller à Lagos pour être écouté à Lagos. Je n'ai pas besoin de me déplacer à Durban pour être écouté à Durban. No need. I just have to speak here. And African people can listen to me everywhere, from everywhere. And European people too, Asian people too, American people too. So that's the problem now. The problem is that I'm heard. I'm listened everywhere through the world. And I'm like the wind. You can't stop the wind. African wind cannot be stopped. The wind of freedom cannot be stopped. Because Africa is in the web revolution. We are the pioneers of that web revolution now. And we have taken such an advance on the challenge concerning news, ideas, in front of capitalism, imperialism, that they need now to be violent against us just because they don't have the means to stop the truth we say. That's the problem. But everything is in the books. Through all the Western countries, in your own books, all the truth about what your political elites are doing in Africa is inside. Everything is written. And we just need to explain it to people now. We just need to help people to understand what you are doing in Africa. You, NATO. How you killed Gaddafi.
because Gaddafi was creating a wonderful currency to emancipate Africa. We just need to explain this to our people. We just need to open books, to read them, and then to translate and to explain. And now that you know, that my people knows, you intend to break the neck of the teachers of the people, the awakeness of the people. Because truth is too much for you. Donc, je reviens au sujet que j'aborde aujourd'hui. Le Burkina a connu une rectification de sa transition, une rectification qui ressemble de plus en plus à celle que le Mali a connue, lorsque le colonel Assimi Goïta a dégagé le louvoyant colonel Bandao de la présidence de la transition et s'en est occupé lui-même. Le Burkina semble s'acheminer vers la même forme de rectification. Et cela s'est vu donc sur un sujet important, à savoir la capacité que le Burkina a sur le plan communicationnel désormais de répondre frontalement à ses adversaires. Et je voudrais donc ici en venir à un communiqué qui a été publié par les autorités du Burkina Faso il y a 2 jours, si je ne m'abuse. Un communiqué dans lequel les autorités du Burkina Faso mettent en garde 2 médias particulièrement nuisibles à l'Afrique depuis plusieurs décennies, à savoir RFI et Jeune Afrique. Je vais donner lecture de ce communiqué pour que vous voyez comment on pourrait avoir presque l'impression que c'est le porte-parole du gouvernement malien, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, actuel Premier ministre intérimaire. On pourrait penser que c'est lui qui était à Ouaga pour écrire. Pourtant, en fait, c'est l'esprit de l'émancipation de l'Afrique qui fait écrire des bons communiqués comme ça. Le communiqué publié par les autorités du Burkina et lu par le porte-parole du gouvernement, eh bien, est extrêmement intéressant. Il date du 3 novembre, il y a 2 jours. Primature, porte-parole du gouvernement, Burkina Faso. Dans sa revue de presse africaine de la matinée du mercredi 2 novembre 2022, Radio France Internationale a relayé un article de Jeune Afrique intitulé « Burkina Faso, 5 questions pour comprendre le recrutement massif de VDP ». Dans leurs commentaires et citant Jeune Afrique, les journalistes de RFI ont soutenu que, citation, « alors que les groupes d'autodéfense et les VDP recrutent majoritairement au sein de la communauté Mossi, les groupes djihadistes, eux, puisent largement dans la communauté Peul. » Fin de citation. Le gouvernement du Burkina Faso s'insurge contre ces propos mensongers et sans fondement. Il est particulièrement outré par les allégations tendancieuses du journaliste de RFI qui, dans la conclusion de cette revue de presse, a estimé qu'il y a, citation, de quoi nourrir les exactions ethniques locales et engendrer un cycle de violence et de représailles sans fin. Fin de citation. Le gouvernement regrette que cette actualité fiction, fruit de l'imaginaire des rédactions de ces 2 médias, ait été publiée et relayée avec toutes les conséquences que cela pourrait engendrer. Le gouvernement rappelle aux journalistes de RFI et de Jeune Afrique le devoir de vérité dans la relation des faits. Pour ce qui est de l'opération de recrutement, des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire contre l'hydre terroriste, il souligne avec force qu'elle est soutenue dans sa philosophie et dans sa mise en œuvre par une mobilisation de notre peuple, uni dans sa diversité et engagé à assumer pleinement son destin et sa souveraineté. Le gouvernement condamne fermement
le traitement cavalier et léger réservé à ce sujet sur le VDP, sur les VDP, et réaffirme son attachement au droit du public à l'information, à la liberté de presse et à l'expression libre des opinions dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle des journalistes. Signé par le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. Vous pourriez, s'il vous plaît, mentionner le nom ou de la porte-parole parce que je n'ai pas le prénom, mais c'est une personne qui s'appelle Ouédraogo. Fin de citation, du communiqué. Voilà une galette des rois. Voilà, c'est pour ça que je suis allé chercher ce vêtement, pour saluer le Burkina, parce que quand je lis un gouvernement africain qui s'exprime aussi clairement, je me sens en tant qu'Africain valorisé. Je sens la dignité africaine vibrer en moi. Je frémis, je suis satisfait sur le plan spirituel. Je sens qu'une planète dans laquelle des gens comme moi seront respectés et reconnus systématiquement est en construction. Je voulais commencer par dire au gouvernement du Burkina et à son porte-parole là, la reconnaissance de l'Afrique des libertés pour ce service de vérité, ce service mahatique. Avant de commenter le communiqué, je voudrais expliquer aux autorités du Burkina le bien qu'elles font au peuple burkinabé et aux peuples africains en appelant un chat, en disant les choses comme elles sont. Monsieur le Président Ibrahim Traoré, Monsieur le Premier ministre Apollinaire Joachim, qui est l'âme de Tambela, Madame ou Monsieur le porte-parole du gouvernement, nommé Ouédraogo. Je ne suis pas parvenu à lire le prénom. Est-ce que c'est... Ah, il s'appelle Jean-Emmanuel. Donc c'est un monsieur. Il s'appelle Jean-Emmanuel Ouédraogo. Voilà. Monsieur Jean-Emmanuel Ouédraogo, ministre de la Communication. Lorsque vous exprimez très clairement les intérêts de votre peuple, sachez que vous commencez par là à résoudre les problèmes psychologiques et mentaux que subit un peuple quand il est en période de domination, de menace. Lorsqu'un peuple entend son gouvernement dire ce qu'il vit, tel qu'il le vit, et défendre ses intérêts, tels que ses intérêts méritent d'être défendus, ce peuple-là commence sa guérison spirituelle. Parce que ce peuple sait que ce gouvernement est son gouvernement. Ce peuple sait que ce gouvernement le représente. Ce gouvernement est à son image. Dans la Bible, le Coran, l'un des textes les plus connus, les plus anciens, on le trouve dans la Torah juive, montre le Créateur en train de dire « Faisons l'homme à notre ressemblance. » Faisons l'homme à notre ressemblance. Le Créateur, selon ce verset de la Torah, de la Bible et du Coran, en créant l'homme, a voulu lui transmettre une parcelle de sa divinité. Vouloir que l'homme lui ressemble. Ainsi, quand l'homme fait quelque chose, tout ce que l'homme fait n'a de la grandeur que si, dans ce que l'homme fait, il voit l'image de sa dignité et de sa divinité. Je reprends ce point. Si en créant l'homme, le Dieu du Coran, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament, de la Torah, dit « faisons l'homme à notre ressemblance », ce qu'il veut dire, c'est que l'homme ne se sent homme que lorsqu'il est reconnu dans sa dignité, reconnu dans sa divinité, dans le fait qu'il a reçu une parcelle du divin. Et c'est cette parcelle du divin en l'homme qui s'exprime à travers des choses comme le désir de liberté, le désir de justice, le désir de prospérité, le désir de reconnaissance, le désir de règles. Tout ce qui permet à une âme humaine de se sentir réellement existante. C'est ce qui exprime la ressemblance entre la créature et le créateur. Or, un gouvernement, qu'est-ce que c'est? Normalement, un gouvernement, c'est la créature d'un peuple. C'est l'émanation d'un peuple, puisque la souveraineté appartient au peuple.
Il faut donc que le gouvernement s'exprime de telle façon que le peuple s'entende parler. Est-ce que vous comprenez? Il faut que le gouvernement s'exprime de telle façon que le peuple s'entende parler à travers ses ministres. Quand un peuple s'entend parler à travers ses ministres, ce peuple-là se sent reconnu. Il dit que ce gouvernement est à sa ressemblance. De la même façon que le Tout-Puissant, en créant l'homme, dit à ses assistants, faisons l'homme à notre ressemblance. C'est un point extrêmement important. Il faut que les gouvernements s'expriment de telle façon que les peuples se reconnaissent en eux. Car en le faisant, ils guérissent les peuples de la non-reconnaissance, du mépris, de la violence et du fatalisme. Et voilà l'un des secrets de la popularité du gouvernement du Mali sous le président Assimi Goïta. C'est que ce gouvernement-là fait l'effort, quand il s'exprime publiquement, de porter une parole dans laquelle la majorité des Maliens se reconnaît. Une parole qui a même aboli les frontières habituelles entre le régime et l'opposition. Parce que c'est une parole difficilement contestable, même par quelqu'un qui n'aime pas Assimi Goïta, même par quelqu'un qui n'aime pas Choguel, même par quelqu'un qui n'aime pas Abdoulaye Maïga, quelqu'un qui n'aime pas Abdoulaye Diop, quelqu'un qui n'aime pas Sadio Kamara, quelqu'un qui n'aime pas Modibo Kone, qui ne les aime pas du tout. Quand il entend le gouvernement malien parler, il a un moment de méditation et de réflexion. Parce que ce qu'ils disent, ils le disent comme si ils avaient laissé Dieu les habiter. Comme s'ils avaient laissé le peuple les habiter. Comme s'ils s'étaient effacés pour ne laisser entendre que ce que leur peuple veut et ce que la conscience universelle exigerait en pareille situation. C'est ce que j'ai appelé la parole orthogonale. Il faut parler droit. Quand vous parlez droit, Monsieur le Président Ibrahim Traoré, quand vous parlez droit, Monsieur le Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, quand vous parlez droit, Monsieur le ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo, vous soignez tout droit votre peuple. Et vous vibrez sur toute l'Afrique. Vous vibrez sur les diasporas africaines quand vous parlez droit. Parce que chacun en lisant ce communiqué dit, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que j'aurais dit. Oui, qu'est-ce que c'est bien dit? Oui, 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 c'est ça. C'est encore mieux dit que je ne le pensais. Ah oui. Chaque fois que vous vous exprimerez pour votre peuple, songez à obtenir cet effet. Que votre peuple dise, oui, c'est ça. C'est encore mieux dit. J'aurais voulu dire que je n'aurais pas réussi à mieux le dire. Je veux insister là-dessus. À ça, à cela, on reconnaît un gouvernement qui a commencé à servir son peuple. Le parler droit, le parler clair, le parler propre, la capacité à désigner l'ennemi et à le traiter comme tel. Ça, c'est le propre des gouvernements populaires. C'est le propre des gouvernements révolutionnaires. C'est le propre des gouvernements qui sont en affection de leur peuple et que leur peuple va aimer. Des gouvernements qui sont à la ressemblance de leur peuple et qui réalisent pour leur peuple la relation qu'il y a entre le créateur et la créature. Car la créature elle-même n'est valorisée que quand sa partie divine est exaltée. Voilà. Je voulais commencer par ça pour leur dire, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Pour guérir le peuple burkinabé, il faut dire la vérité en son nom. Pour guérir les peuples africains, il faut dire la vérité en leur nom. Il faut parler pour eux. Il faut être la voix des malheurs qui n'ont point de bouche. Il faut être la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Dirais-je en parodiant Aimé Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal. D'où l'intérêt de ce ministère citoyen des pains spirituels de la liberté. C'est un ministère de dignification. Je crée le concept de la dignification. La parole politique africaine n'a de la valeur que quand c'est une parole qui dignifie. C'est-à-dire une parole qui rappelle à tout être humain qui écoute cette parole qu'il n'est pas une bête, qu'il n'est pas une chose, mais qu'il est appelé à être membre du monde de l'esprit. Appartenir au monde divin, c'est-à-dire au monde des valeurs. Au monde où il est question de la vérité, il est question de la justice, il est question de la beauté,
il est question de la sensibilité, il est question de la créativité, il est question de l'amour. Quand vous parlez aux Africains, je vous en prie, aux dirigeants africains, songez à les soigner, songez à les guérir. Et pour cela, guérissez-vous vous-même de la langue de bois, du contorsionnisme verbal, de l'amberlificotage. Guérissez du damibisme, du ouattarisme, du biaïsme, du maquissalisme, la parole tortueuse, du bazoumisme, du débisme. Guérissez du bongoïsme. Guérissez de toute cette dynastie mensongère qui ont contorsionné, qui ont tripatouillé, qui ont défiguré la parole et qui ont fait perdre à l'Afrique la parole. Car si la voix de l'Afrique n'est pas entendue, c'est parce que ceux qui représentent les peuples africains ne parlent pas pour les peuples africains, comme les peuples africains, avec les peuples africains. Ils ne parlent pas en ressemblance de leur peuple. Écrivez ça. Ils ne parlent pas en ressemblance. Des individus serpentins, oui. Il faut quitter la parole serpentine. Il faut aller à la parole orthogonale. Et c'est ce que le Burkina nous montre. Alors, dans ce communiqué, il y a beaucoup de choses. Le communiqué est constitué sur 4 paragraphes. Un peu comme il est constitué sur 5 paragraphes. Et dans chacun des paragraphes, il y a une torpille de qualité. Le premier paragraphe a pour but de restituer les propos de RFI et de Jeune Afrique. Et RFI et Jeune Afrique sont ciblés précisément pour avoir tenu les mêmes propos. Parce qu'il s'agit en fait d'une association de presse malfaisante. Ils sont pris la main dans le sac de l'association de malfaiteurs de presse. Écrivez ça. Le Burkina s'occupe d'eux tous. Parce qu'ils sont, en réalité, ce sont des malfaiteurs de presse en concertation. Il y a en droit la notion de vol en association. Il y a la notion d'association de malfaiteurs. Mais il faut créer la notion d'association de malfaiteurs de presse. C'est ce qu'ils sont. Jeune Afrique et RFI. Des malfaiteurs de presse associés. Ils sont donc pris par l'autorité burkinabé, la main dans le sac du méfait de presse. Du méfait de presse en association. Du tripatouillage en association de la réalité sociologique du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que, alors que les groupes d'autodéfense et les VDP recrutent majoritairement au sein de la communauté Mossi, les groupes djihadistes, eux, puisent largement dans la communauté Peul. La question qui est posée, c'est de savoir comment ils ont pu constituer cette thèse. Que l'essentiel des VDP, les volontaires de défense de la patrie, ce sont des Mossi, et que l'essentiel des djihadistes, ce sont des Peuls. Où sont les données statistiques? Où sont les preuves statistiques, les preuves administratives, les preuves empiriques de cette affirmation? Ni RFI, ni Jeune Afrique ne les fait valoir, car ils ne les possèdent pas. Comment vous faites pour savoir que tous les VDP qu'il y a au Burkina sont essentiellement des Mossi, ou majoritairement des Mossi, et que tous les djihadistes qu'il y a au Burkina, mais en fait, nous on les appelle plus djihadistes, on les appelle des terroristes, c'est-à-dire les suppôts de l'impérialisme international. Comment vous faites pour savoir que ce sont essentiellement des peuples? Ça veut dire que vous avez une liste alors. Moi, je m'arrête d'abord là sur cette information. On les prend la main dans le sac d'un mensonge éhonté, sans preuve. Ils affirment que il y a 2 ethnies opposées, l'une qui est djihadiste et donc l'autre qui serait, VDPiste. Bon, sur quelle base vous pouvez affirmer cela, puisque vous n'êtes pas l'État du Burkina Faso, que vous n'avez pas les statistiques de l'État du Burkina Faso, et qu'il n'y a pas de statistiques ethniques des VDP, il n'y a pas de statistiques ethniques des djihadistes, qui soient faites et pertinentes sur le terrain au Burkina. Où avez-vous trouvé cette information? Arrêtez-vous là, parce que je ne vais pas m'amuser avec tout ce qu'il y a dans ce communiqué. Ce premier paragraphe nous apprend quelque chose. Je n'ai pas beaucoup lu ça. C'est que RFI et Jeune Afrique connaissent l'existence d'un certain nombre de groupes djihadistes et ils connaissent l'existence d'un certain nombre de groupes VDPistes.
Je recommence. S'ils disent ça, c'est qu'ils connaissent certains groupes. Il y a des groupes de VDP qui ont donc été infiltrés par RFI et Jeune Afrique. Il y a des groupes de djihadistes qui ont donc été infiltrés par RFI et Jeune Afrique. RFI les connaît. Mais je vais plus loin. Mais si RFI et Jeune Afrique connaissent des groupes djihadistes au Burkina et connaissent des groupes de VDP au Burkina, on doit faire l'hypothèse que ce sont des faux groupes qui ont été créés effectivement par RFI et Jeune Afrique ou leurs maîtres. Autrement dit, on commence à comprendre. Si on veut semer la chienlit au Burkina, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fabriquer des groupes artificiels de VDP, des faux VDP, qui seront essentiellement moussiphones, qui vont parler essentiellement le moré. Et puis, on va fabriquer des groupes de terroristes djihadistes qui vont essentiellement parler Peul. Et puis, on va organiser en fait leurs affrontements. Et sur cette base-là, on va pouvoir établir que, en fait, le conflit fondamental qu'il y a au Burkina Faso était un conflit entre deux groupes ethniques, d'un côté les Moussi et de l'autre les Peul. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le montage? Comprenez bien mon raisonnement. Le premier paragraphe du communiqué burkinabé nous apprend beaucoup de choses. Qu'en fait, RFI et Jeune Afrique sont au courant qu'il y a des manœuvres pour fabriquer des faux groupes de VDP, volontaires et bien de défense de la patrie, et des faux groupes de djihadistes, qui seront donc, pour les faux groupes de VDP, essentiellement composés de Moussi, on va leur faire commettre des exactions, et on va créer des groupes, des faux groupes, et bien de djihadistes, essentiellement composés de Peul, on va leur faire commettre des exactions. On va même organiser des confrontations entre ces groupes-là, de telle façon que celles-ci permettent d'alimenter la thèse de ces journaux, qui ne sont rien d'autre que des journaux excellents dans l'apprentissage de la sorcellerie, la manipulation ethnique, dans le but d'imposer la présence de forces étrangères, la présence de forces impérialistes occidentales sur le sol du Burkina. Est-ce que vous avez commencé à comprendre? Ou ce que j'explique là est compliqué pour vous? Je m'arrête d'abord là. Je ne fais pas le deuxième paragraphe tant que mes amis, vous êtes combien là? Vous êtes maintenant bientôt 6 000 au total. Hein, vous êtes près de 3 000 ici sur YouTube. Vous êtes près de 2600 ici sur Facebook. Est-ce que vous avez compris ce que je vous explique? Je vous l'explique d'autant plus que nous connaissons ce scénario au Mali. En 2018, le chercheur Adama Dougou-Kolo Konaré, Adama Bak Dougou-Kolo Konaré, a publié une enquête très intéressante sur le site The Conversation. On a découvert qu'au centre du Mali, dans la région de Mopti, existaient des faux groupes de djihadistes et des faux groupes de Dozo. Les faux groupes de djihadistes étaient essentiellement composés de Peul. Les faux groupes de Dozo étaient essentiellement composés de Bambara et de Dogon. Et on organisait artificiellement l'affrontement entre ces groupes en envoyant quoi? Les faux djihadistes Peul, on les envoyait attaquer les communautés Bambara et Dozo. Et puis, les communautés Bambara et Dogon. Et puis les faux Dozo, c'est-à-dire les faux soldats traditionnels Dozo, on les envoyait attaquer les communautés Peul pour faire que les trois communautés s'affrontent. Ça, une enquête de 2018 que vous retrouverez sur le site de Conversation l'a établi. Et on a découvert que les véhicules des faux djihadistes Peul, eh bien au centre du Mali, pas les Peul, je dis bien des faux djihadistes Peul, et les véhicules des faux Dozo, Bambara et Dogon, vous savez où ils étaient tous immatriculés? Qui leur avait livré ces véhicules? Le régime de Ouattara en Côte d'Ivoire. Oui, l'enquête a publié ça. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le modèle? Bon, laissons le Mali pour le moment. Revenons au Burkina. Quand ils disent que les groupes d'autodéfense sont essentiellement composés de VDP, ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui sont en train de fabriquer des groupes quand ils disent que les groupes de VDP sont essentiellement composés de Moussi, ils sont en train de fabriquer des faux groupes de VDP auxquels ils vont faire commettre des exactions. Quand ils disent que les groupes de djihadistes sont essentiellement composés de Peul, ils ont déjà sur le terrain des faux groupes de djihadistes essentiellement composés de Peul et qui sont chargés de commettre des exactions. On va envoyer les faux djihadistes Peul attaquer la communauté Moussi pour que la communauté Moussi se venge contre la communauté Peul. Et on va envoyer, bien sûr, des faux djihadistes, des faux VDPistes,
des faux agents des VDP, qui ne sont pas en réalité des véritables VDP reconnus par l'État, ceux-ci, ces volontaires, eh bien, de défense pour la défense de la patrie, vont aller s'attaquer aux communautés Peul pour que les communautés Peul se vengent contre les Mossi. Vous avez compris? Le modèle dont nous avons déjà découvert l'organisation macabre au Mali, c'est de ce modèle que nous parle l'article de Jeune Afrique. Vous voyez à quoi joue Jeune Afrique et RFI? Ils font ce qu'on appelle des prophéties auto-révélatrices. Ils sont au courant qu'on monte actuellement des groupes, des faux groupes de VDP composés de Mossi pour attaquer la communauté Peul et qu'on fabrique actuellement des faux groupes de djihadistes composés essentiellement de Peul pour attaquer la communauté Mossi. Le but étant de jeter les deux communautés l'une contre l'autre et obtenir ainsi la nécessité que le Burkina soit en permanence militairement occupé par l'OTAN. Nyamboumame, Nyamboumame, comme on dit à Morée. Vous m'avez compris? Iyamawa. C'est ça. Voilà le contenu du premier paragraphe. On continue. Le gouvernement du Burkina Faso s'insurge contre ces propos mensongers et sans fondement. Donc, Jeune Afrique et RFI mentent. Si vous étiez abonné sur leurs journaux, désabonnez-vous. Ce sont des agences de menteurs. Cela n'est pas vrai. Le gouvernement burkinabé n'organise pas du tout les recrutements des volontaires de la défense de la patrie sur des bases ethniques. Il faut et il suffit que les personnes soient volontaires. Leur appartenance ethnique n'est d'aucune importance. Il est particulièrement outré par les allégations tendancieuses du journaliste de RFI, qui, dans la conclusion de cette revue de presse, a estimé qu'il y a de quoi nourrir les exactions ethniques locales et engendrer un cycle de violence et de représailles sans fin. Vous avez compris ce que fait RFI? RFI joue le rôle de la radio des 1000 collines au Rwanda. RFI invente des groupes imaginaires de VDP qui ne seraient composés que de Mossi. Des groupes imaginaires de djihadistes qui ne seraient composés que de Peul. Et RFI annonce que ça veut dire que le Burkina va connaître une guerre interminable, une guerre infinie. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de fabriquer la guerre infinie, la guerre interminable, ils l'annoncent. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Ils fabriquent les conditions de la guerre interminable. Ils fabriquent les conditions de la déstabilisation du Burkina et ils annoncent la déstabilisation du Burkina. Ils font semblant de découvrir ce qu'ils sont eux-mêmes en train de fabriquer. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le contenu du deuxième paragraphe. Le gouvernement du Burkina accuse RFI et Jeune Afrique de préparer des déstabilisations en donnant l'impression de faire une simple analyse et un simple compte rendu journalistique. Il s'agit en fait de suggérer, de préparer et en quelque sorte d'acclimater, d'habituer les gens à des exactions qui vont avoir lieu dans le cadre de ce schéma de déstabilisation. C'est de la communication de guerre contre le peuple burkinabé. Ce sont des agences qui font de la communication de guerre contre le peuple burkinabé. Ils fabriquent des leurres, des tromperies. Ils créent de la manipulation. Ils essayent de jeter la communauté Peul contre la communauté Mossi contre la communauté Peul, et de venir après dire « Ah, on vous avait dit ». Alors que ce sont eux qui sont en train de créer les conditions. Parce que le simple fait de laisser croire que tous les VDP sont essentiellement des Mossi et que l'écrasante majorité des djihadistes sont essentiellement des Peuls, c'est déjà vouloir que les Mossi se vengent des Peuls, qu'ils vont accuser d'être systématiquement djihadistes, et c'est vouloir que les Peuls se vengent des Mossi, qu'ils vont considérer comme les accusant a priori d'être des djihadistes, et même comme étant essentiellement les mecs des VDP pour les attaquer. Donc on crée les conditions d'une rwandisation du Burkina. Il s'agit d'une tentative de rwandiser le Burkina. C'est une tentative terrible, c'est une manipulation criminelle. C'est exactement comme cela que les Occidentaux, Rwandais, Français, Belges, ont créé les conditions de génocide interminable au Rwanda. Car, sans cesse, le colon belge, le colon français, montaient une communauté ethnique rwandaise contre l'autre. Quand c'est les Tutsis qui étaient au pouvoir, on montait, quand le pouvoir Tutsi devenait très puissant et un peu trop patriotique, on montait l'opposition Hutu contre le pouvoir Tutsi. Quand c'est les Hutus qui étaient au pouvoir,
On montait l'opposition Tutsi contre le pouvoir Hutu. Et à un moment donné, on les a jetés les uns contre les autres. Et on a obtenu 1 million de morts. 1 million de morts. Dans un massacre effroyable. Un génocide effroyable. En 1994. C'est cette machine-là qu'on veut installer au Mali. C'est cette machine qu'on veut installer au Burkina Faso. Et c'est cette machine que les colons français, anglais, allemands, portugais, espagnols ont systématiquement essayé d'installer partout où ils sont venus en Afrique et dans le monde. Ça s'appelle le principe de diviser pour mieux régner. C'est avec cette machine que la plupart des pays africains qui sont tenus par des dictateurs sont paralysés. Parce qu'en fait, ces machines-là exacerbent le sentiment ethnique, utilisent les différences tribales pour en faire des blocages de la construction de l'identité nationale. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que vous compreniez pourquoi ils font ça. En créant de la méfiance entre le Mossi et le Peul, on veut empêcher que le Burkina existe, qu'il existe une conscience nationale burkinabé, que les Burkinabés se regardent comme des citoyennes et citoyens du même pays, de la même nation. On veut que le Peul, la Peul, se sente une Burkinabé à part. On veut que le Mossi, la Mossi, se sente un Burkinabé ou une Burkinabé à part. Et on veut que le Burkina soit apartheidisé et que le Burkina même n'existe plus. Qu'il existe un Burkina des Peuls, qu'il existe un Burkina des Mossi, qu'il existe un Burkina de chaque, des Gouroussi, qu'il existe un Burkina. Il faut qu'il y ait le Burkina de chacun. Je vous en conjure, c'est exactement comme ça que le colonialisme a prospéré partout. Mon pays natal, dont je vous parlerai tout à l'heure, le Cameroun, est bloqué grâce à ce schéma. Lorsque les Français, qui ne voulaient pas la véritable indépendance du Cameroun, ont fabriqué la pseudo-indépendance du Cameroun, en massacrant le mouvement indépendantiste camerounais de l'UPC, en assassinant tous les leaders du mouvement d'émancipation du Cameroun, Ruben Oumiobe, le 13 septembre 1958, Félix Moumié, le 3 novembre 1960, Ernest Ouandié, le 15 janvier 1971, quand ils les ont massacrés et qu'ils ont tué plus d'1 million de personnes dans mon pays natal, et notamment dans les terroirs Bamileke et Bassa, ils ont mis en place un système politique dans lequel ils ont mis dans la tête des gens du Nord que le pouvoir leur revenait et qu'ils ne pouvaient le partager de manière privilégiée d'abord qu'avec les gens du centre-sud. Qu'il y avait deux ethnies qui avaient vocation, deux grands groupes ethniques qui avaient vocation à conserver le pouvoir d'État. Et les Français, colons du Cameroun, ont désigné certaines populations du Cameroun en disant à leurs alliés privilégiés, l'élite ethnique corrompue qu'ils avaient sélectionnée dans le nord et sélectionnée dans le centre-sud, ne laissez jamais ces gens arriver au pouvoir. Oui, le colonel Lamberton, un colon français du Cameroun, a carrément écrit: la France a un caillou dans sa chaussure au Cameroun, c'est le peuple Bamileke. Il a clairement, il a désigné, il a reconnu et officiellement reconnu que le colon français a laissé des consignes à ses supplétifs. Telle ethnie ne doit jamais avoir un président de la République. Un anglophone camerounais ne doit jamais être président de la République. L'ethnie de Oumniobel, les Bassa, qui se sont rebellés contre nous, jamais un d'entre eux ne doit entrer ici. On a mis ça dans le crâne des Camerounais. Et des Camerounais l'ont cru. Si vous menez une enquête dans tous nos pays sur les croyances à propos des défauts congénitaux des ethnies, des incapacités des ethnies, les croyances à propos de la nécessité que ce soit systématiquement tel type d'ethnie, tel type de représentant d'ethnie qui soit au pouvoir. Si vous vous promenez dans toute l'Afrique, vous allez trouver ça partout. Vous allez au Burkina, vous discutez avec, je ne sais pas, des Mossi, vous discutez avec des Peuls, vous allez entendre. Vous allez au Cameroun, vous discutez avec des Bamileke, des Bassa, des Beti, vous discutez avec des Peuls, parce qu'on a des Peuls au Cameroun. Vous discutez avec les Haoussa, vous allez entendre. Vous allez au Gabon, vous discutez avec les Mienais, vous discutez avec les ceci, vous allez entendre. Vous allez au Congo-Brazza, vous discutez avec les Lari, vous discutez avec les Bakongo, vous allez entendre. Quel que soit le pays africain où vous mettez les pieds aujourd'hui, allez au Tchad. Une bonne partie de la tragédie du Tchad vient de ce qu'on a mis dans le crâne des Tchadiens. Et ce sont les colons.
qui ont créé cette géopolitique ethnique. C'est-à-dire qu'ils ont opposé psychologiquement les citoyens les uns aux autres en créant une fiction et des mythes négatifs autour des appartenances ethniques. Ils ont criminalisé l'ethnie. Ce qui fait que les Africains aujourd'hui, notamment dans toutes les anciennes possessions coloniales françaises, ont un mal fou à concevoir l'idée de nation, à imaginer que la nation soit quelque chose de plus important que l'ethnie. Et c'est une maladie qui frappe même des Africains qui appartiennent aux oppositions africaines. Il faut que vous compreniez à quel point on a été atteint par la manipulation de l'ethnicité, fait majeur du colonialisme. On a tellement été atteint que même les oppositions politiques sont paralysées par ce problème. Partout à travers l'Afrique, quand je discute avec les gens et que j'essaie de comprendre les raisons du blocage de la situation politique, on finit toujours par revenir à la question ethnique. Vous avez des gens qui ont un leader d'opposition susceptible vraiment d'incarner une convergence et l'intérêt général, le bien commun, et qui est le mieux placé pour incarner l'alternance. Qu'est-ce qui les empêche de soutenir ce leader? L'ethnie. Et qu'est-ce qui représente cette chose qu'on appelle l'ethnie? C'est ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a mis dans le crâne. À la maison, dans leur village, à la télé, dans les cancans, et ce que le colon a mis dans la tête de ses héritiers. Ce que le colon a appris à ses héritiers à enseigner au peuple. En sous-main, ces gens-là, jamais eux. Jamais eux. Il vaut mieux qu'on reste dans la dictature, qu'on reste dans la pauvreté. Si c'est quelqu'un de cette ethnie-là qui va arriver au pouvoir, moi je préfère moi-même qu'on retourne à la colonisation. Les Africains parlent comme ça. Les Africains parlent comme ça. On va en Côte d'Ivoire. Quoi? Vous allez laisser qui arriver au pouvoir? Un abbé? Ah non. Comment ça? Abbé? Ah non, 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 jamais, jamais. Non, Agni, on est mort. Si Agni devient président, on est... Quoi? Changer de pays, aller partout en Afrique, vous trouvez les Africains captifs. Vous avez enchaîné par l'ethnicisme. Et cet ethnicisme a été la variable à partir de laquelle les colons ont maîtrisé les pays. Parce que, imaginez-vous, les colons n'ont jamais pu être plus nombreux que la population colonisée. Il y avait un rapport de 5% de la population coloniale composée de colons, et puis 85% ou même 95% composée de colonisés. Comment dominer les colonisés si on ne réussit pas à leur faire croire qu'ils sont tellement différents que leurs intérêts sont opposés? Je recommence. Comment dominer les colonisés alors qu'on n'est que 5% de la population de la colonie? Pour les colonisateurs, c'était extrêmement important de créer des clivages mentaux, de fabriquer des clichés et d'enfermer mentalement les colonisés dans des clichés à propos de leurs différences entre eux. C'est ça qu'on appelle le diviser pour mieux régner. Et j'insiste là-dessus pour qu'on le comprenne, c'est un problème africain. C'est un problème qui est en nous. Vous qui me regardez, nous sommes là pratiquement 5 000 à 6 000 personnes. Vous êtes passés par des représentations de cette nature. Vous en souffrez encore. Nous en souffrons encore. L'incapacité de regarder nos concitoyens comme des personnes. La précipitation dans la projection des préjugés ethniques, dans le regard que l'Africain pose sur l'Africain. C'est une trace énorme du colonialisme. C'est le travail de sape le plus profond, le plus dangereux du colonialisme. L'initiation et la prédisposition à la haine de l'Africain par l'Africain. La haine de soi. Oui. Alors donc, le deuxième paragraphe de ce communiqué du Burkina c'est du miel, c'est de l'or. Ils mettent à nu le projet de RFI et de Jeune Afrique. RFI et Jeune Afrique veulent encourager des hostilités entre les communautés Mossi et Peul afin de légitimer la présence militaire française, légitimer la présence militaire occidentale sur le sol burkinabé. Parce que bien sûr, une fois qu'on a créé une ambiance génocidaire dans un pays, on envoie une mission de l'ONU. On envoie des forces internationales, on s'interpose et on se met à contrôler ainsi le manganèse, l'or, le pétrole, le gaz, le cobalt, le lithium et même à choisir les gouvernants. Tout le monde a compris le business plan de la déstabilisation.
Paragraphe 3. Le gouvernement regrette que cette actualité fiction, fruit de l'imaginaire des rédactions de ces deux médias, ait été publiée et relayée avec toutes les conséquences que cela pourrait engendrer. Donc le gouvernement a bien compris que cette invention, cette fiction, a pour but de produire une situation génocidaire. RFI et Jeune Afrique sont des médias essentiellement de science-fiction, d'information-fiction à propos de l'Afrique. Ils inventent des faussetés pour pouvoir légitimer leur position avantageuse, leur position hégémonique. Médias de fiction. L'actualité fiction. Quel beau communiqué. Qu'est-ce que c'est bien écrit. Paragraphe 4. Le gouvernement rappelle aux journalistes de RFI et de Jeune Afrique le devoir de vérité dans la relation des faits. Vous avez entendu le mot vérité. Je vous ai dit que quand un gouvernement se met à parler pour son peuple, il applique l'une des trois valeurs piliers de la civilisation africaine, la vérité. Pour ce qui est de l'opération de recrutement des volontaires pour la défense de la patrie, dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire contre l'hydre terroriste, le mot que je note là, c'est d'abord le mot hydre terroriste. Ça vous dit quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une hydre? Vous savez ce que c'est qu'une hydre? Eh bien, une hydre, c'est une image pour identifier une espèce de... C'est un animal sous-marin, en même temps une espèce de végétal et animal sous-marin. C'est vraiment à cheval, les hydres, entre le végétal et l'animal, qui se caractérise par le fait qu'il a plusieurs tentacules. C'est une organisation tentaculaire. Écrivez la définition d'une hydre. Une structure tentaculaire. Mais, qui dit structure tentaculaire, dit donc que les terroristes ne sont rien d'autre que les tentacules d'une organisation. Mais comment s'appelle l'organisation dont les terroristes sont les tentacules? C'est l'impérialisme. Écrivez ça. Le Burkina Faso nous dit qu'il sait qu'il est attaqué par l'impérialisme. Parce que la notion d'hydre terroriste indique que les terroristes ne sont pas là pour eux-mêmes. Ils sont là pour l'agenda d'une organisation centrale et cachée, dont ils sont seulement des tentacules. Vous voyez comment le Burkina communique? Vous voyez comment le Burkina nomme l'ennemi? Le Burkina dit, voici l'ennemi. Est-ce que le Burkina a dit qu'il est attaqué par les djihadistes? Vous avez entendu le mot djihadiste dans la bouche des Burkinabés? Les autorités burkinabées savent qu'ils n'ont pas affaire aux djihadistes. Ils ont affaire aux terroristes. Ce n'est pas la même chose. Les djihadistes, c'est des gens qui prétendraient venir établir l'islam par la force, en faisant donc la conversion forcée qu'on appelle le djihad, dans sa version la plus nulle. Alors qu'à la base, la notion de djihad renvoie au combat spirituel, au combat intérieur contre mes propres péchés, contre mes propres passions, en ce qu'elles ont de vil et de déshonorant. C'est ça, à la base, le mot djihad. Voilà un mot qui a été malheureusement sali par la politique, sali par l'histoire. Sinon, tout homme véritablement, tout véritable croyant, au sens noble du terme, est un djihadiste. Au sens où il combat le mal en lui-même. Il combat les passions les plus basses. Être un croyant, c'est combattre. Et djihad, dans la langue arabe, renvoie d'abord, et notamment dans le Coran, renvoie d'abord à ce combat intérieur. Bon, les gens ont retenu le sens extérieur du combat, c'est-à-dire, la guerre pour imposer sa foi. Mais ce n'est pas le seul sens, et ça ne devrait même pas être le sens prégnant. En tout état de cause, les autorités burkinabées nous disent qu'elles ne sont pas attaquées par des djihadistes. Elles nomment l'ennemi. Elles disent l'hydre terroriste. Le mot hydre, H-Y-D-R-E, à la fin de cette conférence, allez chercher ce que ce mot signifie. Il s'agit d'une structure tentaculaire. À la base, les hydres vivent souvent dans l'eau et elles se caractérisent par le fait qu'elles ont plusieurs tentacules. Ce sont vraiment des animaux qui ont aussi un aspect presque végétal. C'est des animaux à cheval entre l'être végétal et l'être animal. Et se caractérisent par le fait que vous avez une structure centrale et plusieurs tentacules. Bon, les terroristes qu'on voit là au Burkina, au Mali, ce sont des tentacules. Mais quelle est la structure centrale? Réponse, l'impérialisme. Écrivez ça. Parce que la base d'Al-Qaïda et d'État islamique, elle est au Moyen-Orient. Dans les monarchies du Moyen-Orient qui sont les grands alliés de l'OTAN. Il n'y a pas de débat là-dessus. Toutes les enquêtes indiquent que le financement de l'État islamique se fait notamment à partir de l'Arabie Saoudite. Grand client en armement des grandes puissances de l'OTAN.
Tout le monde a vu en plein jour le Qatar servir de base arrière à Al-Qaïda, qui a récupéré le pouvoir en Afghanistan, en tenant ses négociations politiques tranquillement avec les grandes puissances occidentales, à partir de Doha au Qatar. Donc tout le monde sait que le Qatar est la base arrière d'Al-Qaïda. Donc là, on est en train de remonter des tentacules vers la structure centrale. La structure centrale du terrorisme en Afrique, je vous le dis, c'est l'impérialisme. Et les tentacules, ce sont les groupuscules de bandits, de terroristes, voltigeurs entre les frontières et qui accomplissent le sale boulot. Sinon, on les a envoyés. Ils ne se sont pas envoyés. Hein. Ce ne sont pas des structures auto-constituées. Hein. Ce sont des structures, c'est des missionnaires. Ils jouent le rôle que jouaient au 16e, 17e siècle les explorateurs, les marchands et les militaires avant-coureurs, les missionnaires. On les envoyait, on les envoie devant. Ce sont eux qui sont le poste avancé de la déstabilisation. C'est tout. Le Burkina nomme ici. Il dit, j'ai affaire à l'hydre terroriste. Donc, j'ai affaire à une organisation d'organisation. Une organisation d'organisation. Ce n'est pas une seule organisation, hein, mais une organisation qui organise des organisations. C'est ça une hydre.